bah j'en sais rien. Cette coloriage à gagner auprès de voir Alain Boitez. Bonjour les amis, Gilets jaunes constituant du 93, Gilets jaunes constituant du 92. On est venu, vous voyez, on remonte un peu au-dessus là, devant le Crédit Agricole, voilà, le stand. On y est bien. Voilà, dénoncer la spéculation alimentaire avec la filiale Amundi. Tu peux aller montrer les symboles? Tout à fait. Là. On a mis les beaux logos. Amundi, filiale du Crédit Agricole qui spécule à tout va. Voilà, Lixor, Société Générale. Pareil. Et là-bas, Natixis. Voilà, on est venu demander une question simple, on va aller demander au stand, on va les BPCE. perturber un peu. Vas-y, montre-moi là, s'il te plaît. Ouais. Voilà, ça c'est la hausse des prix agricoles depuis les années 65 jusqu'à nos jours. Vous voyez, le yo-yo, l'augmentation des prix avec les émeutes de la faim en 2011, en 2008, la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Source FAO. INSEE, pardon, excusez-moi. Donc, merde, je me trompe de cours. Oh là là, c'est les joies du direct. Excusez-moi. C'est ça que je voulais montrer. Voilà. Ça, c'est les produits agricoles. Source FAO, 1990-2013. Vous voyez? Donc, on est venu demander pourquoi ça varie. Pourquoi ça varie? Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce délire? Faut leur poser la question. Oui, oui. Voilà, cette épreuve, ce sera bien gagnant, je pense. C'est pour un responsable ou une responsable. C'est pour C'était comprendre comment les prix agricoles. Il l'a annoncé. Récupère au point. Personne? Bonjour. Vous êtes monsieur Yves Perrier, le président de Amundi, qui spécule sur l'alimentation? Bon, parce que c'est détenu à 75% par le Crédit Agricole, Amundi. Qu'est-ce qui explique l'augmentation et la baisse des prix agricoles? Mais c'est qui le responsable? Il n'y a jamais de responsable, monsieur? Et voilà, félicitations. Merci. Moi, Qui c'est est pas moi, responsable? je cherche qu'au bonbon. D'accord. On va demander au monsieur là. Ouais. On cherche un responsable là, du Crédit Agricole. Parce que Amundi, filiale du Crédit Agricole, détenue à 75% par le Crédit Agricole, spécule sur l'alimentaire, entre autres. Alors, vous voyez, les prix là, de l'alimentation, ils augmentent. Ok, mais je ne peux pas vous enseigner, moi. Donc il n'y a pas de responsable. Là, Sur c'est- le stand du Crédit Agricole du Salon international de l'agriculture, il n'y a aucun responsable. Là, c'est la pause. Calmez-vous, tout va bien. On vient demander des comptes, il n'y a jamais Je vais personne. pas faire passer la faute. Calmez-vous. Bah oui, j'attends. Merci. Vous avez entendu, il n'y a pas de responsable, donc il va se renseigner, on va voir. Mais c'est quand même aberrant, il est 13 h. On est au Salon international de l'agriculture. Hein, on est devant le Crédit Agricole, il n'y a pas un responsable qui peut répondre à nos questions. Bonjour citoyens, bonjour citoyennes. Vous avez vu, ça c'est l'augmentation des prix de l'alimentaire, selon le FAO, qui est donc l'ONU. Et on est venu demander au Crédit Agricole comment ça se fait que les prix de l'agriculture augmentent et baissent, comme ça. La spéculation. C'est pas uniquement des banques, mais c'est notamment des fonds de placement, fonds de spéculation, tous les acteurs qui spéculent sur les produits alimentaires, ce sont les produits directs qui touchent notamment les agriculteurs et les consommateurs. Donc voilà, nous on est venu dénoncer ça, considérant qu'il faut absolument que les États interviennent pour arrêter cela. Et voilà, on vient devant le crédit agricole, qui n'est pas le seul responsable, mais qui en France est quand même, disons, en grande partie responsable de la spéculation et de la variation des prix de façon arbitraire. Voilà. Donc on veut nourrir la planète. Pour ça, il faut que les denrées alimentaires ne soient pas des denrées sur lesquelles on peut spéculer. Alors, je suis Sébastien Drochon. Je suis un gilet jaune de Solidarité et Progrès, tout simplement. Mais de rien. Avec leur verre. De rien. C'est pas leur métier. Ils devraient aider les agriculteurs à s'en sortir. Oui, j'ai cru voir effectivement du côté de la Défense. Et d'ailleurs, quelqu'un de là-bas m'a regardé en me disant « Ah oui, mais les salles de marché, elles sont pas exactement là, elles sont à côté dans un bâtiment où il n'y a pas de logo. » Ce qui en fait est très intéressant à savoir. D'accord. Ils se cachent. Ils veulent faire leurs petites bêtises discrètement. Apparemment, effectivement. Leurs actions criminelles. D'accord. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit.
Ouais. Finalement, les agriculteurs ne peuvent pas en vivre. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours et puis eux, ils continuent à s'amuser sans gêne. Et ils viennent au salon en essayant de faire croire qu'ils sont là pour les agriculteurs. C'est interdit mondialement. En France. Après, c'est d'accord. Moi, je soutiens complètement. Voilà, c'est intéressant d'avoir cette avis. Là, en fait, on est même nous-mêmes. Bon courage. Merci. J'ai mal au pied. Donc voilà, en 2008 notamment, il y a eu les émeutes de la faim en Égypte, ailleurs, à cause de ces gens-là. Et puis là, ils ont un beau salon, un beau stand. Désolé, c'est en anglais. C'est basé au Luxembourg. Donc ça, c'est un premier problème, c'est l'évasion fiscale par le Crédit Agricole via Amundi, présent donc au Luxembourg. Et ce qu'ils proposent aux gens, enfin pas à vous et pas à moi, à des spécialistes financiers, à des fonds d'investissement, c'est d'investir à la hausse ou à la baisse sur les marchés agricoles. Mais attention, c'est pas acheter des actions et des obligations dans les entreprises agricoles. C'est spéculer sur les taux des marchés. Et du coup, ça perturbe, ça parasite, en fait. Et du coup, la conséquence, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est l'évolution de l'indice global des prix alimentaires, 1990 à 2013. La source, c'est FAO, Organisation mondiale de l'ONU. Et vous voyez, il y avait, on va dire, une relative stabilité. C'est un indice, hein, une relative stabilité, même si c'était déjà variable. Et depuis les années 2000, où on a dérégulé en fait les marchés financiers, où on a dérégulé le marché agricole, dans lequel tout le monde peut y aller, dont les financiers. Regardez, ça a créé des émeutes de la faim. Donc on était venu dénoncer ici. Alors pour ceux qui sont en train de filmer là, cette dame ne sait pas plus. Elle est, comme vous disiez, prestataire, hôtesse d'accueil. Donc vous n'êtes pas du Crédit Agricole, vous ne connaissiez pas Amundi avant. Non, pas du tout. Et on vient demander à un responsable, on lui dit ils sont tous en pause, ils donnent des récompenses. Et il n'y a aucun responsable qui veut venir alors qu'on est là au salon de l'agriculture en train de dénoncer cette spéculation sur l'alimentaire. C'est quand même fou, je trouve ça fou. Donc Amundi détenu à 75% par le Crédit Agricole. Et il faudrait rajouter à ça la Caisse d'épargne qui détient Natixis qui fait la même chose. Et il faudrait rajouter à ça la Société Générale qui détient l'Ixor qui fait également la même chose. Alors après, quand on va plus loin, spéculation sur l'alimentaire, spéculation sur l'immobilier, spéculation sur un certain nombre de choses, pension, assurance vie, etc. Excusez-moi d'être un peu choqué, aucun responsable du Crédit Agricole, du coup on est libre de pouvoir informer le public des actions du Crédit Agricole. C'est une bonne nouvelle. Expliquer ce qui se passe. Comme on dit, Voilà, c'est ça. crack bancaire, ça rime avec crise alimentaire. Vous êtes arrivé après. Absolument, je montre ça à voilà. cette dame. C'est pas de l'abstraction quand les pas une banques, abstraction, c'est réel. quand les banques font des cracks bancaires, c'est les gens qui se retrouvent sur la paille. On se compte à des millions de victimes aujourd'hui de la spéculation sur l'alimentation. Et ça, c'est la première des choses à cesser avant toute chose. Du coup, c'est le premier juste une gestionnaire honte. d'actifs européen. Et parmi ce qu'ils font, c'est entre autres spéculer. Ça s'appelle Spéculer sur la bouffe, c'est ouf. Désolé, c'est en Non, anglais. pour lui, c'est Amundi normal. Fund CPR Global Agriculture. Sur les marchés agricoles. D'accord. Voilà. Sur quelque chose de concret. Et là, pour l'instant, personne ne peut vous répondre. Ben, voilà, exactement. Il n'y a pas. On est là depuis possibilité, 10 minutes, un quart d'heure, avec une banderole qui incrimine clairement le Crédit Agricole et aussi la Société Générale et la Caisse d'épargne. D'accord. Il y a deux prestataires qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, qui ne savent même pas que Amundi existe. Et ils nous disent, on a prévenu les responsables, mais ils sont en pause, ils ne viennent pas. C'est quand même aberrant. Mais ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir parler aux gens. Regardez, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils sont en train de questionner. On a discuté justement avec des gens qui étaient tout à fait d'accord avec votre action et qui trouvaient ça tout à fait légitime. à fait. Surtout quand on sait qu'il y a quand même des agriculteurs qui se suicident tous les 2 jours. Un agriculteur tous les 2 jours. C'est une hécatombe dans le milieu de C'est l'agriculture. une hécatombe. Donc à un moment donné, soit on en reste au niveau des conséquences et on nous pond des lois comme la loi Egalim, donc agriculture et alimentation, qui est sortie là au mois de mars, où on nous explique, en tout cas, Édouard Leclerc nous explique
entre autres qui va augmenter le prix du Nutella pour mieux payer ses producteurs de fruits et légumes. Ce sont un peu de notre... Voilà, j'ai pas besoin de finir ma phrase, on a compris. Soit on va aux causes. On a un système financier qui est détenu par une clique, une caste, une oligarchie financière qui a tout dérégulé. Je vous donne un exemple dans le domaine agricole. En 1973, les États-Unis permettent aux banques d'arriver sur les marchés agricoles. Avant, il y avait les producteurs et les commerçants. Les banques sont autorisées à partir de 1973 aux États-Unis. Dans les années 70-80, on fait sauter les lois un peu partout en Europe qui permettent aux banques de le faire. Deuxième étape, 1998. Ce n'est plus simplement les banques, c'est tous les acteurs financiers. Fonds d'investissement, comme BlackRock, des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui sont autorisés à aller sur les marchés agricoles. Et donc, si on a ça en tête et qu'on regarde cette courbe, corrélation ne veut pas dire cause en science. Mais j'ai tendance à voir que cette dérégulation des années 70 et surtout de 1998, où tous les acteurs financiers ont le droit d'aller sur les marchés agricoles et de spéculer sur tout et rien, vous voyez, il y a deux choses qu'on constate. Une augmentation du prix des aliments. C'est un panier de différents aliments, blé, soja, maïs, etc. Et aussi une variabilité. Qu'est-ce qu'on sait? Un spéculateur, il gagne de l'argent, pas forcément sur une hausse ou une baisse, sur le fait qu'il va parier à la hausse ou à la baisse, donc il a besoin de variation dans un domaine très important qui s'appelle l'agriculture, l'alimentation. Donc c'est un problème, c'est un parasite financier. Et cet exemple dans le domaine agricole, il est vrai dans plein de secteurs, dans l'immobilier. Tiens, regardez. Voilà. Ça, c'est la même chose. Alors à chaque fois, c'est un peu vite, mais là, avant, la source, c'était le FAO, de l'ONU. Là, c'est l'INSEE, source officielle. 1965, à nos jours, le prix de l'immobilier à Paris et en France, en rouge à Paris, en bleu en France, on voit, on va dire, une relative stabilité, j'ai bien relative, c'est un indice, indice 100 à 150, jusque les années 90. Et regardez encore une fois, l'augmentation de l'immobilier, surtout la variabilité des prix. C'est la trace d'une spéculation derrière, la spéculation sur l'immobilier. Et donc là, c'est vraiment les petits agriculteurs qui vont souffrir de ce genre de choses, qui trinquent et tous les jours, puisqu'au final, c'est ça. Ils ont besoin de vivre et ils sont obligés de vendre leurs produits, souvent moins chers. Voilà. Mais les gens qui achètent ces produits les vendent plus cher. Voilà. Alors parlons de solutions. Il existait un système après-guerre où ils avaient réfléchi au fait qu'on prend le prix de production en compte. C'est-à-dire chaque année, les différents acteurs du monde agricole, les agriculteurs, les coopératives, les distributeurs, les transformateurs, se mettaient d'accord sur un prix, ou en tout cas entre un plancher et un plafond, où il pouvait y avoir une variation, mais relativement ténue, qui assurait qu'au minimum, le coût de production était pris en compte, filière par filière. On a fait sauter ça aussi. C'est la fameuse loi de modernisation de l'économie de Bruno Le Maire, quand il était ministre de l'Agriculture. C'est la fameuse loi Egalim qui, elle, ne crée pas ça, mais qui ne change rien à cette donne-là, parce qu'on a considéré les marchés agricoles comme un marché comme un autre. Et du coup, conséquence, en amont, le producteur et les producteurs ne vivent pas de leur travail. Un agriculteur sur deux se suicide. C'est des suicides parce que c'est des gens qui mettent leur identité, leur personne dans le travail. Un tous les 2 jours, pardon, oui, excusez-moi. Un agriculteur tous les 2 jours, merci monsieur, tout à fait, exact. C'est des gens qui bossent, qui mettent du cœur à l'ouvrage et ils ne s'en sortent pas. La plupart, la moyenne, c'est 350 € de revenus par mois. Donc ça, c'est en amont. Et en aval, le consommateur. Le consommateur, il n'a pas vu, en fait, en quoi cette concurrence libre et non faussée sur les marchés agricoles, cette dérégulation, a profité au prix. Le prix du beurre, il augmente, le prix du lait, il augmente, le prix des confitures, il augmente, etc., etc., etc. Tout le système, dans tout le système, finalement, celui qui trinque, c'est l'agriculteur et le consommateur. Voilà. Si je comprends bien votre Parce que le logique. parasite financier, c'est lui qui prend tout. Et rajoutons un élément pour que les gens aient ça à l'esprit, qui regardent après par eux-mêmes, qui vérifient par eux-mêmes. J'ai discuté ces derniers jours au sein de l'agriculture avec des syndicalistes agricoles. J'ai discuté avec des agriculteurs. Je leur ai demandé sur les coopératives, parce que dans la loi Egalim, qu'a pondu le gouvernement Macron, il y a l'idée que les agriculteurs s'organisent mieux en filière, qu'ils soient plus forts, sous forme de coopératives, qui négocient avec les distributeurs plutôt que l'agriculteur tout seul face aux distributeurs. Très bien. Je leur ai demandé ces coopératives, est-ce que c'est une solution? Ils me font, voilà ce qu'ils font. Pourquoi ils me disent? Mais la plupart des coopératives, ils spéculent en bourse sur ces marchés-là. Les grosses coopératives, pas la coopérative du coin, on est d'accord, mais les grosses coopératives sont devenues des financiers qui ne sont plus au service des producteurs, des gens qui normalement sont les adhérents de la coopérative. Donc on a dénaturé la coopérative elle-même. Vous avez raison de parler d'un système que nous on appelle un système oligarchique parce que c'est une petite caste.
Un dernier exemple, peut-être après on pourra aller discuter avec j'allais dire les passants, mais oui, c'est les passants aussi. Un dernier exemple sur cette question de la spéculation et de l'agriculture, c'est le fait que... je cherche un truc. Donc je vous parlais tout à l'heure, Amundi, Crédit Agricole, donc toujours pas de responsable. Hein. Dans 10 minutes de responsable. Ah, enfin. Voilà, il va pouvoir me répondre par des éléments de langage à ce que je dis. Ça c'est Amundi, donc Fund CPR Global Agriculture. Regardez bien, LU comme Luxembourg. Donc cette filiale du Crédit Agricole détenue à 75%, je le rappelle, est basée au Luxembourg. Donc le droit de Luxembourg, donc les impôts au Luxembourg. Est-ce que j'ai besoin de conclure ma phrase en disant que c'est un paradis fiscal ou tout le monde a compris? Voilà. Donc en plus de faire de la spéculation au détriment et du producteur et du consommateur et engager un bénéfice de manière artificielle en spéculant à tout va, à la hausse et à la baisse, en plus ils ne payent pas leurs impôts en France, ces gens-là. Je redonne parce que je m'arrêterai là parce que je pense que les gens ils vont aller voir par eux-mêmes ensuite. Je redonne les chiffres de gestion d'actifs d'Amundi. Quand on parle de droits luxembourgeois et de gens qui ne payent pas leurs impôts, ou très peu d'impôts, on parle d'une somme d'argent importante. Alors c'est pas un argent qu'ils ont en capital propre, hein. Ils gèrent cet argent-là pour d'autres. Et donc voilà, je remonte. Droit luxembourgeois. Amundi Luxembourg SA, société de Amundi Group, détenue à 115% par le Crédit Agricole. D'accord. Je crois que les gens, il faudrait qu'ils regardent ça, et je crois que surtout les agriculteurs devraient eux-mêmes, comme nous on vient de faire là, dénoncer en fait. Dénoncer. C'est Ils pratique. vivent au quotidien, Voilà. finalement, ces pratiques-là qui consistent pour un système à spéculer Tout à fait. financièrement dessus, donc à se faire de l'argent sur des gens qui travaillent 7 jours sur 7, il faut le rappeler, 24 heures sur Tout à 24, fait. qui sont tout le temps au chevet des animaux, qui finalement arrivent à la fin du mois avec, même pas toujours à la fin du mois, hein, mais qui arrivent à vivre avec 300 € par mois, à ce que vous m'avez dit. C'est la moyenne, 350 € de revenus. 350 € de revenus, sachant dans ces conditions que la majorité du temps, la deuxième personne travaille aussi à l'extérieur. Oui. Ce qui est très compliqué quand on a des enfants, hein, il faut l'avouer, hein, dans le quotidien. Mon propre cas, mon beau-frère est agriculteur légumier dans le Finistère Nord. Ils produisent des produits extrêmement de qualité. Heureusement que ma sœur, qui est aide-soignante à côté, aussi apporte une contribution pour faire vivre l'ensemble de la famille. Et du coup, ça pose des questions par rapport à leurs 2 enfants. Mais bon, ça pose ces questions-là. Donc c'est un système qui utilise cet argent de manière spéculative avec les agriculteurs. Leur travail, c'est leur travail. La dépêche, c'est pas des révolutionnaires. Oui, mais on conseille. Ils n'ont pas de tripe. Oui, mais d'accord, mais parce qu'ils ont aussi un membre pendant une révolution. Oui, tant mieux. Nous-mêmes, ça nous étonne parce que là, la députée disait, mais moi je croyais qu'en 5 minutes, on allait se faire éjecter. En fait, On n'y va. ça devrait être bien pour les politiques. Donc nous sommes bien au Salon international de l'agriculture, devant le stand du Crédit Agricole, qui est venu essayer d'expliquer qu'il est là pour aider les agriculteurs, alors qu'en fait ils spéculent sur le fruit de leur travail. Leur travail, c'est de nourrir les gens. Et eux, ils n'ont pas de quoi se nourrir eux-mêmes en plus. Ils sont sur la paille. D'ailleurs, qui avait l'air un peu bizarre, même de l'extérieur. Et en fait, le gars nous dit qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Parce qu'on nous voit avec notre gilet, forcément. On lui explique. Et il dit c'est vrai que moi en 2000, j'étais dans ce commerce-là. Et en fait, à HSBC, c'était très facile de leur refiler de l'argent, d'avoir des cartes bleues. Et ils ne posaient pas de questions, les mecs, sur l'origine du liquide, du cash. Parce que les mecs, ça venait avec des grosses valises de cash.
Et donc là, vous êtes sur le Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole et Société Générale, parce qu'ils ont tous les deux une filiale. C'est Amundi pour le Crédit Agricole et c'est Luxor pour la Société Générale, qui spéculent en fait sur l'alimentaire. L'autre chose à savoir aussi, c'est qu'Amundi, jusqu'à récemment, c'était aussi le régime social des indépendants. Dont on sait aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'indépendants qui ont attaqué ce régime social. Le RSI. Le RSI, oui. Et ce qui est intéressant à voir, c'est parce qu'en fait, je pense que les graphiques seront sur la vidéo. J'ai un collègue qui est là, qui a les graphiques de la Banque mondiale. Bon, ça date de 2011, hein, mais c'est quand même intéressant à voir. La spéculation sur l'alimentaire, ça fait pas trop de dégâts quand il n'y a pas de crise. Par contre, une fois qu'il y a eu la crise de 2008, les prix se sont mis à fluctuer au niveau mondial, du simple au quadruple ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est le moment où il y a eu où ça a commencé à avoir des faillites en chaîne d'exploitation agricole, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Dans les pays du Sud, il y a eu des émeutes de la faim. Et ce qui a créé les conditions des différentes révolutions arabes, etc., en Égypte, etc., c'était essentiellement ça, parce que les gens n'arrivaient plus à vivre de leur production. Et les dirigeants, en fait, comme on leur disait, comme les dirigeants démocrates ou non d'ailleurs, on leur disait mais c'est rien, c'est les marchés, bah, les mecs, ils n'y touchaient pas en fait. Et du coup, pourquoi le Crédit Agricole alors en particulier? Alors pourquoi le Crédit Agricole déjà, moi c'est ma banque, je suis au Crédit Agricole. Alors c'est pas moi qui ai choisi, j'avoue. Le Crédit Agricole en même temps c'est quand même justement censé être l'agriculture quoi au départ. Oui, c'est censé aider les agriculteurs. C'est censé être une banque qui aide les agriculteurs. Ils les aident d'ailleurs. C'est pour ça que je vous demande pourquoi vous êtes. Par rapport au discours qui est écrit là. Il faut aussi, mais à côté de ça, faire ça d'un côté et à côté avoir une filiale qui elle spécule sur l'alimentaire. Ils ont quand même, comme toutes les banques de toute manière, pas des politiques très aidantes en fait envers leurs clients quoi. Donc c'est pas très. En fait, le truc c'est juste par rapport au slogan qui est là, non à la spéculation sur l'alimentation, je voulais savoir dans quelle mesure... Parce que justement, le Crédit Agricole spécule beaucoup sur la nourriture. Donc là, ils sont dans leur domaine de la nourriture. Par quel biais ils spéculent donc notamment avec, on a mis le logo là, de l'autre côté de la banderole, la filiale Amundi, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs européens. Donc qui est une énorme boîte qui a son siège derrière la gare Montparnasse à Paris. Et donc ils spéculent allègrement sur la nourriture. Vous avez des éléments factuels sur cette spéculation? Oui, on a beaucoup d'éléments factuels justement. On a des petits graphiques, on a des chiffres qu'on a amenés là-bas. Et puis eux, sur leur site, vous pouvez trouver en fait. Oui, parce qu'ils se cachent même pas. Ils se cachent pas, oui. Après, ils s'en vantent pas auprès de tout le monde, mais sinon c'est public quoi. Parce que les marchés financiers, ça a été apporté comme quelque chose qui était vertueux. Au fur et à mesure, on a dérégulé, enfin pas que pour le Crédit Agricole, quoi, mais dans les années 80, on a dérégulé tous les marchés financiers en disant que ça allait faire mieux circuler l'argent et que du coup, ça allait permettre d'être vertueux, quoi. Plus l'argent circule, plus l'économie va profiter, plus tout le monde va avoir du travail, c'était censé être ça, quoi. C'est comme en 84 aussi, on a séparé les banques, on a mélangé les banques entre celles où il y a l'argent des gens et des entreprises et celles où il y a la spéculation. Avant, c'était interdit de faire les deux à la fois. Et quand ils ont tout mélangé, c'était en disant, en mélangeant, ça va justement permettre c'était ça quoi, ça va permettre d'être plus dynamique. Donc c'est vachement dynamique, ça nous a amené au crack bancaire de 2008. On a travaillé là-dessus. Moi, je suis professeur d'histoire. Je n'ai rien à voir avec la question agricole. J'ai mon beau-frère qui est agriculteur, mais lui-même ne connaissait pas ça. Donc on parlait à l'instant de la grosse filiale du Crédit Agricole Amundi, le premier gestionnaire d'actifs européens, donc qui spécule allègrement sur l'agriculture. C'est Asset Management. Asset Management, ah oui. Et donc leurs bureaux sont à Montparnasse 2, derrière Montparnasse. Donc si vous voulez aller devant Amundi pour les dénoncer, n'hésitez pas à monter une équipe et à y aller.
On y retournera sans doute, hein, de toute façon, on ne va pas les laisser tomber. Et puis là vous avez l'Ixor, donc l'Ixor Asset Management, qui eux sont à la Défense, au niveau du siège de la Société Générale, les grandes tours effrayantes. Vous pouvez aller aussi là-bas, à la Défense. Ça c'est le problème, c'est comment à un moment donné l'État reprend son rôle de réglemente, qui réglemente le système bancaire. L'État aurait dû dire à la banque, on vous libéralise, on prend à notre compte et puis c'est tout. On finance la dette que vous avez, le déficit. Au lieu de remettre de l'argent puis à dire allez-y, continuez ce que vous faisiez avant, reperdez de l'argent, on vous refinancera. Bah non. Bah là, on dit, on rachète les banques. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut même séparer les banques. Il faudrait virer tout ce qui est spéculatif. Par exemple, cette partie-là, on la vire et on dit aux banques, maintenant, vous êtes en train vous devez faire du crédit, mais aux producteurs, aux consommateurs, mais dans des conditions où on vous arrête de spéculer. Oui, d'accord. Et nous, toute la question derrière, c'est comment on reprend le contrôle, notamment même de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut une banque nationale. Je suis d'accord avec ça. Vous prenez un train ? Non, non, je suis d'accord avec vous, mais je vais pas le dire. Bonne journée. En tout cas, moi j'ai trouvé l'issue de secours là. Pour Amundi, là c'est derrière là. Vous voyez, c'est là-bas. On va tirer la chasse et les spéculateurs, au revoir. Bon, on va les reconvertir hein, quand même. On va les reconvertir dans l'agriculture, ça sera quand même plus utile. Tu veux encore gaspiller de l'eau? Ah. Faut les mettre dans les toilettes sèches. Crédit Agricole, malheureusement comme d'autres banques, en fait, ils spéculent sur la nourriture. Il y a un fonds qui s'appelle Amundi. Donc en fait, Crédit Agricole a perdu de vue en fait la nature propre de ce qu'elle faisait au départ, c'est-à-dire financer l'agriculture. Et maintenant, en fait, malheureusement, il y a eu une fusion entre les activités qui sont productives dans la banque avec la spéculation. Et donc là, via le fonds Amundi, elle spécule sur les denrées alimentaires, je trouve ça scandaleux en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on est venu dénoncer. Donc là, Crédit Agricole, c'est symbolique parce qu'on est de l'agriculture, mais malheureusement, c'est un système qui spécule, c'est pas que Crédit Agricole. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayerez d'obtenir ce que vous êtes déplacé, vous montrer Ce qu'on espère obtenir de toute façon, c'est une lutte de fond. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, il faut séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt. C'est-à-dire que les gens qui spéculent, on ne doit pas les renflouer avec l'argent des contribuables, l'argent des déposants. Et deuxièmement, il faut revenir à une banque centrale nationale. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent soit sous contrôle de l'État, même sous contrôle citoyen. Parce que les gilets jaunes, on va même beaucoup plus loin. Il faut que ce soit les citoyens qui contrôlent l'émission de crédit, l'argent, la création de l'économie. Là, en ce moment-là, je pense que vous êtes en train d'attendre un responsable. Alors j'aimerais bien, je ne sais pas si les responsables veulent le faire. Là, vous voyez, le responsable, je ne sais pas s'ils veulent nous parler. Je sais pas, on ne dirait pas le responsable. Ils nous ont dit que les responsables, lui, n'étaient pas là. Ils sont en pause, prolongés, comme par hasard, au moment où on arrive. À voir les responsables. Voilà, malheureusement, ils ont parti manger. Ils ont très faim, spécialement aujourd'hui là. Alors, s'ils sont là, qu'est-ce que vous essayez? Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à la responsable? Voilà donc le stand du Crédit Agricole. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc nous sommes au Salon international de l'agriculture pour dénoncer la spéculation du Crédit Agricole, notamment via sa grosse filiale Amundi, qui spécule sur ce qui est nécessaire pour nous pour vivre. N'importe quoi. Parce qu'on a cette solidité. Alors c'est l'argument, les banques françaises sont solides, regardez, en fait elles ont une base pour justifier qu'elles empruntent à presque rien d'argent. Elles l'achètent à presque rien. Et avec, elles jouent. Est-ce que ça vous intéresse qu'on discute plus tard, qu'on prenne votre numéro? J'ai pas le temps parce que je suis intéressé.
ça avec tous les métiers. Moi, je suis aide-soignant et en fait, les métiers du paramédical font exactement pareil. C'est-à-dire, ils jouent sur le fait que les gens aiment leur métier et aiment les gens pour pouvoir leur imposer des trucs. Parce qu'en fait, par exemple, un infirmier ou un aide-soignant, il ne fait pas durablement grève aujourd'hui, par exemple. Parce qu'il ne peut pas, parce qu'il sait que ça peut techniquement, ça tuera des gens. Et donc, du coup... moralement, il ne le fera pas. Moralement, il ne le fera pas. Et donc, il sait que ça emmerdera personne. Il sait qu'il ne peut pas aller, qu'il a une limite dans ce qu'il peut faire pour défendre ses revendications. On l'a vu dans différents hôpitaux, ils ont été obligés de faire des grèves de la faim, notamment en Normandie, pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont internés en hôpitaux psychiatriques, si je me souviens bien. Voilà, c'est terrible, mais effectivement, ces gens-là sont obligés d'essayer de lutter à leur façon, mais moralement, il y a un moment donné où ils sont obligés de reprendre le travail. Et c'est sur cette usure, finalement, qu'aujourd'hui, l'État, si je puis dire, ou en tout cas certains systèmes ainsi exploitent les gens. Exactement ça. Il compte sur la moralité des gens pour voilà, donc c'est par là la Amundi, un groupe de chiottes. C'est autant en problème que la population en veut quand on n'arrive pas. Il n'y a plus personne sur le stand, étrangement. Plus personne. Ça, c'est pas mal, ça. C'est des gens, souvent, ils ont déjà créé la solution. Voilà, dire, ça marche pas pour eux. Les entreprises qui font du bénéfice. Ah. Mais pourquoi on est venu dénoncer ça? Parce qu'à un moment, Crédit Agricole est la première banque des agriculteurs. Ils tirent une balle dans le pied des agriculteurs. Donc à un moment, ça suffit de dire oh, ils sont bien, nos paysans, ils sont bien, nos agriculteurs, on les accompagne. Fermez à Amundi. Vous retrouvez tous les infos sur cette page Facebook-là. Oui. Ok. Et bon, le problème, j'aime pas trop, moi, être sur Facebook. Très bien, on ne filme pas les visages. Parce que voilà, Hein? Rien à voir, une sorte d'histoire. C'est bien. Mais on s'est informé, on ne s'est pas sans banque nationale. On a regardé ça, on a eu une information en disant allez voir dans l'Amundi. Plus largement, toutes les banques posent problème et c'est elles qui contrôlent l'État. Là, c'est donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça commence à se connaître, mais la charge de la dette, 41,2 milliards de taux d'intérêt qu'on a payé en 2018 d'intérêt aux banques. 80 à 120 milliards d'évasion fiscale. 41,2 milliards sur un budget de 240,5 milliards. Les éléments de la fin. Donc il faut que l'État puisse à nouveau emprunter, créer lui-même sa monnaie, renationaliser la Banque de France pour ne pas dépendre de fous furieux de financiers. Et puis on va remettre ces fameux financiers au pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 au niveau européen, au niveau français avec les gens? Oui, la banque à laquelle l'État pouvait emprunter auprès de la Banque de France à taux zéro. Et donc c'est ça qu'on dit, voilà, ça fonctionnait ce système. Ah bah, on dirait bien. Puisque l'État finalement avait très peu d'intérêt de dette, il y avait très peu d'intérêt à payer. Et donc aujourd'hui, il y a un chantage à la dette. Le président Macron l'a dit dans sa lettre, il a dit voilà, il faut payer les intérêts de la dette. Vous vous rendez compte qu'on paye 50 milliards, 60 milliards par an juste en intérêt. 41,2 milliards. On doit de l'argent aux banques privées auxquelles on a emprunté. Mais pourquoi on doit de l'argent? Et pourquoi on a emprunté? Pourquoi on a emprunté? Parce qu'avant, on pouvait emprunter directement à la Banque de France à taux zéro. Et après, il y a eu une interdiction dans les années 80. Et du coup, maintenant, l'État est obligé d'aller ce qu'on appelle sur les marchés secondaires. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les... Voilà. C'est quoi votre métier? Cette volatilité. Moi, je suis assureur. Je travaillais dans la banque aussi avant, mais je suis assureur. Je travaille dans l'assurance. Et après, la chose ma blesse, c'est qu'on a fait des déficits et qu'on a fait de l'emprunt. Ouais, mais c'est pas une chose en soi, justement. Vous savez, si on n'avait pas d'emprunt, on ne serait pas dans mais on peut emprunter. Excusez-moi. En fait, c'est que 10% de ce qui est produit dans le monde qui est objet de spéculation. Mais c'est ça qui définit le prix pour les 90% autres qui sont consommés régionalement. Voilà, c'est ça que ça marche. 10% qui transitent. Et en fait, historiquement, Il y a tout ce qui fabrique là, du blé par exemple. Ouais, il n'y en a que 10% qui est dans des énormes bateaux qui traversent les mers et tout ça. Et c'est ça qui fixe le prix.
pour les 100%. Est-ce que je vous filme, monsieur, ou vous voulez pas être filmé? Les questions sont tellement idiotes que... Non. Et historiquement, en fait, il y a une politique du stock. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, quand il y a des aléas climatiques, les gens n'ont pas mourir de faim, en particulier dans les pays les plus fragiles. Et nous, ça va, la baguette, ce qui fait le prix, c'est le boulanger qui transforme, ça va. Et aussi pour que les producteurs, quand il y a trop de production, les prix ne s'effondrent pas. C'est super important, il y a une volatilité énorme. Donc il faut des stocks, ce qu'on avait historiquement. Et sous prétexte que c'était imparfait, parce qu'il y a eu une crise de surproduction, on a dit on arrête les stocks. Donc maintenant ça fluctue. Les stocks, c'est pas le truc qui pourrissait, tout ça, etc. Si, avec le lait, avec le beurre. D'accord. Voilà. Ils ont dit c'est pas bon. Au lieu de réformer, de dire ok, on va passer sur une production plus intelligente, tout ça. Donc on va changer le système. Arrêter d'embêter les agriculteurs et tout ça avec du machinisme à gogo. Non, au contraire, on les a encore plus endettés, mis en concurrence les uns avec les autres. Il y a la spéculation qui fait que les prix sont volatiles. Et ceux qui n'ont pas les reins assez solides au niveau de la trésorerie, quand les prix sont pas bons, ils se cassent la gueule et c'est les autres qui rachètent. Et la spéculation en plus favorise les écarts entre les prix maximales et les plus faibles. Ça accentue ces phénomènes-là. Ça aggrave la faim et ça aggrave les dépôts de bilan, quoi. Les faillites des agriculteurs. Reste avec ton affiche alors. Ah bah non, c'est à vous de la tenir maintenant là. C'est à vous de la tenir, voilà. On va se faire le... Vous savez tout, je vais boire un café et je compte sur vous quand je reviens. C'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous avez recruté quelqu'un d'autre. On vous laisse un tract. Le tract ici là, tiens. Voilà. Sur la dette de la France, mais c'est la même logique. Some shit. Merci. Ah, les gens sont intéressés. Hein. Les gens sont d'accord. Hein. On continue, on parle aux gens, c'est marrant. Ouais, c'est très bien. Il n'y a toujours pas de responsable. En plus, ils ont des questions, ils viennent spontanément. Ouais. Ils veulent comprendre. Ça, c'est bien, les gens veulent comprendre, absolument. Les producteurs, ils sont cantonnés dans la production. Tu vois, on leur dit voilà, toi, tu mets autant de kilos d'engrais, tu mets autant de tel produit. Voilà. Et tu viens pas poser de questions à la coopérative sur comment sont gérées les choses, ou tu viens pas poser de questions à la caisse régionale du Crédit Agricole. Tu es juste un producteur. On les endette, et en fait, derrière, on crée la variabilité des prix avec la spéculation, ce qui fait qu'en fait, on leur a dit ça va bien se passer, et en fait, les prix s'effondrent. Et ils se trouvent en faillite, les mecs. C'est que les plus gros qui tiennent, qui ont les reins solides financièrement. Ils rachètent et ça partit peut-être à la même logique. Enfin, un système là, et les gens c'est pareil, ils comprennent pas les choses. Il y a quand même de plus en plus de gens qui creusent, quoi, qui cherchent à comprendre, qui de plus en plus... Alors, en plus, dans les pays du Sud, nos amis dans les pays du Maghreb, en Afrique et autres, eux sont très concernés parce que c'est leur estomac qui est mis en cause quand les prix sont trop forts. Oui. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller discuter aussi avec ces gens-là. Ils ont devant l'ONU à Paris. Tout à fait, oui. Discuter avec les délégations de ces pays-là, ou dans les ambassades, discuter avec les délégations de ces pays-là. Tout à fait, oui. Ils sont touchés stratégiquement par ça. Donc c'est un combat mondial. Tous les peuples doivent s'unir. Là, il y a eu l'équipe qui est allée devant l'usine qui fabrique les francs CFA aussi. C'est un problème mondial, oui. Non à la spéculation sur l'alimentation. Allez-y. Merci. Alors un petit message? Non, pas de petit message. Le petit message, c'est que ça se passe relativement bien. Quand même un certain intérêt. C'est vrai que quand on a une extinction de voix, c'est pas facile de passer un petit message, oui. On n'est pas sûr de faire une phrase sans tousser. Je te laisse tranquille alors. Tout simplement, bien avant. Ça fait des années qu'il y a des millions d'euros qui passent derrière la frontière. Exactement. Qui se...
s'appelle, c'est Denis Robert qui avait déjà dénoncé quelque Bonjour. chose comme ça avec l'affaire. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce tract? Alors là, c'était pas directement sur la spéculation sur les Vous êtes qui? Moi je suis un gilet jaune de Seine-Saint-Denis. Ah oui, ben moi je l'ai pas mis pour... Aujourd'hui, en fait, Vous avez raison, ouais. Comme je tiens à la caméra, j'ai pas pris le temps de mettre mon gilet, vous avez raison. Voilà, on veut renationaliser la Banque de France, ce qu'on explique sur ce tract. Ouais, voilà, c'est-à-dire que l'État puisse de nouveau emprunter. Ça appartient à la France, non? La Banque de France, en fait, elle appartient, elle a un statut, elle est à 100%, l'État français est le premier actionnaire de la Banque de France, enfin 100%, quoi, l'unique actionnaire même. Mais par contre, elle a un statut qu'ils ont inventé spécialement pour elle dans les années 80 ou 90. C'est un statut qui s'appelle sui generis. Par lui-même, ou je sais plus, c'est du latin, c'est un statut, son statut propre, unique. Et en fait, le statut, c'est que l'État n'a aucun ordre à lui donner, elle n'a aucun compte à rendre à l'État, elle fait totalement ce qu'elle veut. Donc l'État est juste là pour payer en fait les locaux. Sinon, après, la Banque de France, elle est indépendante. Et puis, elle fait partie de la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale donc, prête uniquement aux banques privées, qui a des taux assez bas en ce moment, et puis qui, elles, reprêtent aux États à des taux plus ou moins élevés selon ce qu'ils veulent. En ce moment, les taux d'intérêt de la France ne sont pas trop élevés, mais dans les années 80, ils étaient très élevés. Donc on paye aujourd'hui les taux d'intérêt des années 80. On a payé en 2018 41 milliards pour les taux d'intérêt. Vous avez des dettes, vous devez rembourser alors. Oui, sauf que ce n'est pas des dettes légitimes, quoi, parce qu'il y a des taux d'intérêt illégitimes qui ont été mis. Et en fait, auparavant, donc, l'État français pouvait emprunter à la Banque de France après-guerre. Donc, à bas taux d'intérêt. Les taux étaient en fait adaptés à l'inflation, les taux n'étaient pas trop élevés. Oui, mais pour faire en sorte que... Oui, mais vous ne pouvez pas annuler les dettes. Bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas la rembourser, en tout cas. On ne peut pas rembourser la dette. Bah, elle est tellement colossale, en fait, la dette, que vous ne pouvez pas la rembourser, quoi. Si vous prenez même au niveau mondial, c'est pas qu'un problème français, mais si vous prenez l'ensemble des dettes... Mais ça veut dire quoi, l'État va faire un bankruptcy, comment ben, on va pas pouvoir, il va falloir faire le tri, quoi. Voir ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime, ce qui est remboursable, voir à long terme. Oui, mais si vous voulez... Non, mais comme vous êtes engagé en quelque sorte, vous devez honorer votre engagement. Eh ben oui, mais c'est pas possible. Même en coupant les gens en petits morceaux et en les vendant en détail. Ça dépend si vous vous engagez auprès des escrocs. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'État s'est engagé auprès de banques. En fait, ce qui se passe, c'est que... Parce que peut-être elle n'avait pas le choix. Si, justement, nous ce qu'on montre, c'est qu'on avait le choix dans les années 70-80. Oui, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si, parce que si... Vous devez gérer maintenant comment faire, comment s'en sortir. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on tue les gens en payant la dette, ou est-ce qu'on décide de préserver la vie des gens et on remet en cause une partie de cette dette qui, quand on la paye, ne profite qu'à une minorité qui n'en a pas spécialement besoin. Même je me permets de vous couper juste, messieurs, ça fait 1 heure maintenant qu'on est quasiment là, 45 minutes, toujours pas de responsable pour venir répondre à nos questions, alors qu'on incrimine le Crédit Agricole et la spéculation sur les matériels, aucun responsable qui veut nous voir. Ils ont été prévenus, il y a l'exposant... Mais on va vous dire, allez dans des débats ils ont la trouille. Ils ont la trouille, ils ne veulent pas venir. Non, les grands débats, voilà, vous allez des responsables. Ils ont la trouille. Mais il faut qu'on intervienne. Voilà. Ça, est-ce que ça vous dérange qu'on vous filme ou pas? Pourquoi? Pour que vous disiez aux gens qui sont derrière leur écran, allez dans des conférences sur l'agriculture, etc., pour dénoncer Amundi. Ça, c'est excellent, ça. Allez dans des débats où il y a effectivement des banquiers, des gens qui représentent le Crédit Agricole, et posez-le les questions qui dérangent. Exactement. Pourquoi les gens ne font pas ça? Est-ce que je vous filme ou pas? Demandez-leur. Non, moi je demande à personne. Moi je dis, la logique, c'est d'y aller de l'avant et discuter et dialoguer. Vous y êtes prêt à le faire? On veut bien aller avec vous. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Du 15e. Et ben voilà, on va travailler ensemble, on va rester en contact. Vous avez laissé vos coordonnées à... Nous, on fait ce genre d'intervention tout le temps. Ce genre d'intervention comme ça, comme on fait aujourd'hui, on le fait fréquemment. Mais il y a des débats qui s'organisent dans les mairies, il faut y aller. Il faut y aller, absolument. C'est quoi votre prénom? Comment? C'est quoi votre prénom? Non, moi je ne décline pas les gens. Laissez vos coordonnées à Sébastien, avec qui vous avez discuté, et
et on fait ce genre d'opération ensemble. Il n'y a pas de problème avec la police ici, hein. On est là depuis 1 heure, on ne bouge pas. Donc tout va bien. Hein. Mademoiselle. Tout à fait. Sans la communication, il y a lui qui va se passer. Tout à fait. Il ne faut pas simplement constater. On est d'accord. Alors je vais appeler justement les internautes qui sont derrière leur écran à l'action, comme vient de dire ce monsieur. Il ne faut pas juste être dans le constat, il faut vraiment former des équipes. Donc si vous êtes dans le 92, vous avez Antoine et un certain nombre de gens qui vont former les Gilets jaunes constituants 92. Si vous êtes dans le 93, vous pouvez prendre contact avec Clément, avec moi, avec Benjamin également qui est d'Épinay-sur-Seine et Van Tan également qui est de Bondy, qui ont été voir HSBC. Prenez contact avec nous, sinon dans les autres départements, faites des équipes, montez des équipes. Donc là, je crois qu'on va s'arrêter là parce que vous avez pu avoir une idée de tout l'impact qu'on a pu créer, des discussions dans tous les sens. Moi, j'ai discuté avec des jeunes agriculteurs, j'ai discuté avec des simples passants, des fils et des filles d'agriculteurs, etc. Donc ça fait quasiment 45 minutes qu'on est là, aucun responsable du Crédit Agricole. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a personne quand on demande des questions simples sur la spéculation alimentaire, sur le système financier tel qu'il fonctionne, sur cet oligarchisme puant qui va déterminer le prix de ce que l'on mange, et qu'il n'y a personne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut discuter avec les gens, on peut informer, on peut sensibiliser, on peut créer les conditions en fait où demain on soit sans équipe à faire ça. Donc si vous êtes client du Crédit Agricole, cette semaine vous allez demander au directeur ou à la directrice de l'agence sur Amundi. Vous leur dites j'ai appris ça, c'est vrai, vous les embêtez en fait. Voilà. On compte sur vous. Les Gilets jaunes constituants du 92 et les Gilets jaunes constituants du 93 comptent sur vous. Voilà, merci à vous. On compte sur vous, absolument. Montez des équipes, tenez-nous au courant, on se met en contact, on continue, on ne lâche rien.